Alors, premièrement, peut-être te présenter en premier, Élise. Alors bonjour à toutes, puisque je pense que nous sommes entre filles aujourd'hui. Alors, Élise Sainte-Marie, bibliothécaire à la Commission scolaire de Montréal. Mais je travaille beaucoup avec les compétences informationnelles et avec Audrey aussi. À toi. Alors, je suis actuellement étudiante au doctorat. Euh, Ma thèse porte sur les pratiques collaboratives et le numérique avec Thierry Carpentier comme directeur de recherche. Et puis, je suis conseillère pédagogique au plan d'action numérique. Donc, je suis de retour à la CSDM depuis le mois de septembre. Donc, Élise et moi, on travaille ensemble depuis déjà plusieurs années. On s'est retrouvés cette année. Et puis, c'est vraiment une histoire d'amour entre nous. Euh, Développer en fait l'enseignement des compétences informationnelles là, et toute la recherche d'informations. Donc, on a choisi ensemble de présenter un webinaire puisqu'on trouve que ce type d'information-là n'est pas assez partagé. Et puis, souvent en présentiel, on n'a pas le temps de participer à des formations. Donc, cette journée, ce webinaire-là se veut une amorce. Hein? C'est l'amorce de, d'un très grand thème. Donc, on a essayé de vous synthétiser un peu comment on peut enseigner la recherche d'informations à l'ère du numérique. Donc, premièrement, pour commencer, on on veut vous parler des fonctions exécutives. Donc, pourquoi on parle des fonctions exécutives et de leur interdépendance? En fait, ce que la recherche nous dit actuellement sur les fonctions exécutives, c'est qu'elles se développent toute notre vie. Donc, c'est certain que lorsqu'on on demande aux enfants de planifier et d'organiser leur apprentissage, qui est une des fonctions exécutives, là, alors, on peut comprendre que ça peut être laborieux pour eux, hein, puisque les fonctions exécutives se développent toute notre vie. C'est pas en étant jeune ou de très jeunes adolescents qu'on va savoir chercher, organiser l'information et tout ça. Donc, c'est important on voulait notamment souligner ce fait-là, donc se ramener à la neuroscience pour comprendre comment pourquoi nos élèves souvent copient-collent l'information ou ont du mal à chercher l'information? Bien, c'est parce qu'ils sont en train de développer leurs habiletés liées aux fonctions exécutives. Donc, elles sont interdépendantes. Toute la notion d'activation, d'inhibition à l'impulsivité, la mémoire de travail, tout ça est interdépendant. Donc, vous pourrez aller lire, là, on a laissé des sources là, liées aux fonctions exécutives. Là. Donc, c'est important de comprendre à la base ça. Et puis, en fait, pourquoi on a choisi aussi de faire ce webinaire? C'est parce que les enseignants disent nos élèves ne savent pas chercher, copie-colle, qu'est-ce qu'on fait? Donc, voilà. Donc, l'interdépendance des fonctions exécutives. On se base aussi pendant ce webinaire sur le cadre de référence de la compétence numérique qui a été lancé le 25 avril dernier par le ministre de l'Éducation au sommet du numérique. Donc, et on retrouve, là, on vous a ici inséré la représentation graphique de ce cadre de référence-là. Et ce qui nous dit, ce cadre-là, c'est qu'il faut notamment développer la production de contenu, la culture informationnelle, la collaboration, la communication et la résolution de problèmes, tout en développant sa citoyenneté numérique et la pensée critique. Donc, on comprend que enseigner la recherche d'information, ça se déploie dans toutes ces dimensions de ce cadre de référence-là, notamment en développant la citoyenneté numérique, mais aussi ici, on voit la culture informationnelle. Donc, c'est surtout ici que notre cadre de référence en parle plus longuement. Donc, vous pourrez, le cadre de référence est disponible sur le site Élise du ministère, donc pour aller jeter un coup d'œil, mais ce webinaire s'inscrit, c'est pour développer
notamment notre culture informationnelle qu'on l'a construite. Alors, on a tiré un extrait de ce cadre de référence-là. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a levé la main? Je ne vois pas. Non, je pensais que quelqu'un avait levé la main. Voilà. On a tiré un extrait de ce cadre de référence-là qui est la dimension de l'éthique. Donc, toute la citoyenneté, l'agir en citoyen éthique à l'ère du numérique. Donc, en fait, si vous lisez, c'est en référence avec le modèle qu'on vous a présenté à la diapo précédente, on parle beaucoup de développer autant pour l'apprenant que l'enseignant, de développer sa citoyenneté à l'ère du numérique et de développer la recherche d'informations, savoir chercher l'information, l'évaluer et l'utiliser, ça s'inscrit dans un processus d'autonomisation éthique, donc d'être autonome à ce point de vue-là. Donc, voilà. On se base, vous irez, hein, c'est des références du récit du ministère. Donc, et je vous parlais hein, des compétences informationnelles. Donc, c'est un très grand mot, enseigner les compétences quoi? Les gens disent souvent les compétences informationnelles, c'est pas très sexy comme terme. On peut aussi, d'un point de vue plus global, dire qu'on va développer et mobiliser sa culture informationnelle. Je m'excuse si on entend, je vais m'arrêter une seconde, on entend mon courriel. Et ça se peut que ça se mette à sera pas très long. Quitter. Bon, on n'entendra plus rien. Ça m'agaçait. Donc, on dit de façon plus globale, Élise, tu peux me renchérir là, si j'oublie des choses, mais il faut que autant les enseignants que les élèves, pour ne pas, au risque de me répéter, là, mais doivent se baser sur des critères rigoureux, notamment pour évaluer l'information. Et c'est un peu ça aujourd'hui qu'on veut faire aussi avec vous. Et puis, voilà. Alors, savoir chercher pour faire face à la surinformation. Donc, actuellement, là, on parle plus seulement de développer des compétences informationnelles. Je reviens ici, quand on parle de culture informationnelle, pourquoi on parle de culture informationnelle? C'est parce qu'on a non seulement affaire à on est dans un monde de surinformation et de désinformation. Donc, nos élèves, quand ils arrivent sur le web, qu'ils cherchent l'information, des fois, ils n'ont même pas à chercher l'information leur vient à eux. Donc, ce webinaire-là se veut aussi un peu de développer un genre de réflexe à nos élèves pour qu'ils apprennent à chercher puis à évaluer l'information de manière spontanée, dans des contextes spontanés, pas juste dans des grands projets de recherche. Là, donc, nous, on veut leur enseigner là, comment chercher l'information dans plusieurs contextes, pas juste dans des grands contextes, hein, livres de recherche, de projets de recherche. Donc voilà, pour qu'ils soient habilités à faire face à la surinformation, notamment. Donc, avant que je passe la parole à ma collègue, ce que nous dit la recherche en ce moment, hein, c'est que les élèves, c'est drôle, hein, mais ils se perçoivent de bons chercheurs quand même, mais pourtant, on remarque que chez eux, ils se basent peu sur la fiabilité des sources. Donc, une absence d'évaluation de la fiabilité des sources. Ils font beaucoup de copier-coller. Et pourquoi ils font du copier-coller? C'est parce qu'ils ont un manque de connaissances sur l'utilisation éthique et légale de l'information. Donc, c'est bien beau enseigner tout le processus, mais parfois, il faut rentrer dans certaines étapes, décontextualiser, recontextualiser certaines étapes du processus de recherche pour qu'ils puissent maîtriser là, ces processus-là de la recherche d'information. Donc, on remarque aussi qu'il y a une absence de méthode de recherche d'information. Donc, ils perdent de vue les objectifs de recherche souvent. Ils se découragent, ne trouvent rien. Je ne sais pas quel mot mettre. C'est là, je prends les mots des enfants ou des ados, là, parce qu'on y allait en classe
par moment, Élise et moi. Élise est allée seule, moi je suis allée seule de mon côté. On est allé dans différents contextes et c'est ça qu'on entend et c'est ce que la recherche nous dit. Les travaux sont souvent mal documentés, puis on dit que les apprentissages sont plutôt limités au niveau du développement des compétences informationnelles. L'élève qui possède des compétences informationnelles, par contre, va déterminer l'étendue d'informations dont il a besoin, accède à l'information dont il a besoin de façon efficace et efficiente, fait une évaluation critique de l'information, intègre cette information-là dans son réseau de connaissances. Donc, on développe des habiletés de la fonction exécutive de planification et d'organisation. Je reviens au début, planification et organisation des apprentissages. Et on comprend les questions économiques, juridiques et sociales qui entourent l'utilisation, l'accès à l'information et l'utilisation de façon éthique. Donc, c'est ça un peu aujourd'hui qu'on veut vous proposer. Comment on enseigne tout ça? Donc, voilà. Donc, je laisse la parole à ma collègue pour un petit moment. Alors, c'est certain que quand on est dans un processus de recherche vraiment complet, on va essayer de passer par les 4 étapes du processus qui sont planifier, chercher, analyser, utiliser. Mais en contexte scolaire, on ne part pas toujours de l'étape 1 jusqu'à l'étape 4 en faisant tout scrupuleusement parce qu'on sait, même nous, les élèves, ont souvent des besoins spontanés. Donc, il y a certaines activités, il y a certains points qu'on va travailler. C'est un processus qui est vraiment itératif. On revient en arrière, on choisit dont on a besoin. Mais habituellement, nos besoins d'information, on va aller les travailler dans une de ces 4 catégories-là. Puis, ce processus de recherche-là s'adapte autant à l'information dite traditionnelle dans les livres, les documentaires, les encyclopédies, que sur Internet. Mais on sait qu'aujourd'hui, de plus en plus, même nous, nos premiers réflexes de recherche vont aller sur Internet pour répondre à un besoin précis. Donc, on peut enseigner ce processus-là tout au long, mais c'est ardu. Donc, aujourd'hui, on va essayer de prendre quelques petits morceaux du processus pour les expliquer, pour les travailler, parce qu'en 1 heure, ça va quand même être un survol qu'on va faire pour vous donner quand même des pistes, justement, de travail à travers différents sous-points. Ce qui nous amène donc à notre deuxième partie, où on va dans la recherche d'informations. Mais pour le moment, on aimerait ça vous entendre un peu. Quand vous observez vos élèves chercher, ou même vous en tant que chercheur d'information, quelles lacunes vous observez quand vient le temps d'informer? De quoi vous auriez besoin pour aider vos élèves et vous aider même vous à vous rendre plus efficace dans votre recherche d'information? Que vous auriez quelques petites choses à nous partager. J'ai actionné les micros, donc les gens qui veulent parler, c'est possible. Peut-être en levant la main ou clavarder. Geneviève, Des observations que vous avez faites. Geneviève dit leur apprendre à chercher des sources fiables. OK? Donc, Donc, on passe beaucoup par l'évaluation. donc vous avez besoin d'être outillé pour enseigner l'évaluation, évaluer les sources. Ou mieux connaître certains types de sources. Et mieux connaître certains types de sources. OK. Intéressant. Alors, vous allez être outillé pour ça aujourd'hui, c'est ça le but. Autre chose, quand on est en ligne, c'est différent d'en présentiel. Les interactions sont différentes, mais c'est une autre dynamique. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Toi, Élise, quand tu vas dans les classes, qu'est-ce que les enseignants te disent? Qu'est-ce qu'ils ont besoin pour aider leurs élèves? Ben, je vois Geneviève aussi qui a rajouté ne pas se perdre dans la mer des informations. C'est ça. Donc oui, il y en a beaucoup d'informations. Alors comment on peut les aider à mieux cibler leurs besoins d'information ou à mieux faire leur recherche pour ne pas la recommencer continuellement? Donc ça revient souvent à ça. Il y en a trop, comment je peux reconnaître celle qui va répondre à mon besoin? On y va, Élise? On va continuer. Alors, quand on se lance dans une recherche d'information, là, c'est sûr que ça fait plus formel comme contexte avec un plan de recherche,
Mais on a différents aspects parce que les élèves qu'on se dise qu'on fasse une recherche sur un animal, on n'aura jamais le temps de tout voir les aspects. Donc, on va choisir des sous-aspects. Arrêtez là pour le moment. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la colonne des mots-clés. Parce que souvent, les élèves, même nous, on va faire la recherche, on a un besoin, mais on ne se penche pas vraiment quels mots-clés on va utiliser dans les différents outils pour bien faire notre recherche. Et prendre quelques minutes à définir les mots-clés nous aiderait beaucoup avec les élèves à mieux cerner notre besoin d'information et donc la source qui va nous être nécessaire. Parce que les mots-clés vont nous permettre justement de les mettre ensemble séparément. Donc, prendre le temps de faire des mots-clés, donc quelques petites pistes pour essayer de trouver des bons mots-clés. Donc, on ne va pas chercher avec des verbes, des adjectifs, des adverbes. On ne peut pas avoir juste des mots trop génériques qui vont être trop grands, comme je cherche l'information sur le cheval, mais aussi d'essayer d'être plus précis. Donc, je vois ici qu'on a une petite erreur, pas trop générique qui est écrit. On voulait dire pas trop générique, mais pas non plus trop spécifique, sinon on aura peu de résultats. Si on est trop générique, on va en avoir trop. Si on est trop spécifique, on n'aura pas assez. Donc, des mots qu'on va pouvoir bien combiner. Donc, comment on va faire ça? On va se trouver des mots communs qu'on va mettre au singulier parce que la majorité des outils de recherche cherchent au singulier. On va essayer de trouver des mots de la même famille, des mots apparentés. C'est aussi un bon moment pour travailler le champ lexical, pour développer justement les thématiques, les mots de la thématique de notre sujet. Donc, on pourrait y aller on commence au générique et on va de plus en plus spécifiquement avec nos mots-clés. Et quand on fait une recherche d'information, surtout si c'est un sujet qui peut être vu, on pourrait dire, dans toute l'histoire, on va essayer de mettre une précision géographique. Est-ce que c'est le cheval au Canada? Est-ce que c'est le cheval en Europe? Et de précision dans le temps. Par exemple, un exemple qui est assez facile à voir, si on met le mot pollution, pollution c'est très très large, on va avoir des tonnes de résultats. Donc on pourrait le spécifier en mettant que c'est la pollution de l'air que je cherche à Montréal et au 21e siècle, parce que la pollution va être différente à différents moments dans le temps. Et pour travailler l'importance des mots-clés aussi, j'aime bien juste présenter par exemple des fois aux élèves. Alors, nos mots-clés, on les mettrait bien sûr dans notre plan de recherche avec, comme on disait, des synonymes. Liberté d'expression ici pourrait être liberté de parole. Censure pourrait être interdiction, index, boycottage et bien sûr de mettre la précision géographique et dans le temps. Et donc, comme je disais, j'aime bien leur montrer aux élèves de leur donner un texte ici les mots-clés sont, c'est très petit, on voit peut-être un peu mal, mais les mots-clés sont en noir pour nous montrer tous les mots qui tournent autour du même sujet. Donc ici, c'était la liberté d'expression, à quoi ça sert. Donc on voit justement que tous les mots dans le texte, ce n'est pas toujours liberté d'expression qu'on utilise. Des fois, on a liberté de parole, liberté d'opinion, de penser. Donc, tout ce qui est autour de s'exprimer, parler. Donc, les mots qui vont former ici un peu le champ lexical si j'avais à chercher de l'information sur liberté d'expression. Donc, c'est une stratégie pour enseigner dans la section chercher l'information, la stratégie pour avoir de bons mots-clés. Donc, et une fois qu'on a des mots-clés qui vont nous être utiles, on va pouvoir se lancer plus facilement dans sa recherche et éviter les allers-retours. Donc, on met un mot, ça ne fonctionne pas, on recommence. Mais là, comme ils sont déjà établis, on va pouvoir les combiner, les mettre ensemble pour essayer de faciliter notre recherche d'informations. Et ici, quelques petits, on va parler un peu vocabulaire technique. On va juste faire rapidement une différence entre outil de recherche et source d'information. L'outil de recherche, ça va être ce qui va nous amener aux sources. L'outil de recherche ne nous donnera pas l'information. Si un élève vous dit « j'ai trouvé la réponse sur Google », ce n'est pas tout à fait vrai parce que Google, c'est un moteur de recherche qui ne vous donnera pas l'information, mais qui va vous amener à la source qui va vous donner l'information. Donc, une petite différence ici entre les principaux outils de recherche en ligne. On va avoir les catalogues de bibliothèques, les bases de données et les moteurs de recherche. Et rapidement, je vais vous montrer ici quelques exemples. Alors, quand on parle justement d'outils de recherche, comme je répète, leur fonction, c'est de nous trouver des sources. Alors, on en a différentes. Les bases de données vont être des outils qui nous permettent de structurer l'information et qui vont nous faciliter la recherche.
Or, il y a plusieurs bases de données qui peuvent être très généralistes ou très spécifiques. Par exemple, si vous êtes à la CSDM, vous avez accès par le portail à plusieurs bases de données. Par exemple, l'Encyclopédie Universalis en ligne et sa version junior, tout ce qui est le dictionnaire Usito, dictionnaire qui est fait par des linguistes de l'Université de Sherbrooke, Curio, qui est la base de données de Radio-Canada. Vous avez accès à pratiquement toutes les émissions de Radio-Canada. Donc, souvent, ces bases de données-là sont aussi accessibles pour les élèves, donc enseignants, élèves et professionnels. Et il y a aussi plusieurs ressources numériques à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Tandis que le catalogue de bibliothèque, lui, va justement nous amener aux ressources qui sont dans la bibliothèque. Donc, par exemple, si vous avez des exemples du catalogue Regard pour la Commission scolaire de Montréal, la Bibliothèque de Montréal et Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et il y a tout ce qui est les moteurs de recherche. Donc, c'est un type de base de données alimenté par des robots qui naviguent partout sur le web pour emmagasiner tous les mots. Et c'est ces mots-là qu'on va trouver dans les sites auxquels les moteurs de recherche vont nous renvoyer. Il y a bien sûr le plus populaire qui est Google, mais il peut être intéressant parfois d'aller en voir d'autres. Bing, qui est le moteur de recherche de... Bon, j'ai un petit blanc, mais d'Explorer, qui va explorer beaucoup Microsoft. Oui. Yahoo. Et il y en a des intéressants comme DuckDuckGo et Quant, qui sont deux moteurs de recherche qui disent qu'ils n'enregistrent pas vos données. Par exemple, quand vous faites une recherche sur Google, ils enregistrent vos informations. C'est pour ça que des fois, vous avez la publicité très ciblée, des résultats influencés par vos lieux géographiques et par les recherches précédentes que vous avez faites. Et DuckDuckGo est un moteur de recherche qui dit ne pas enregistrer justement vos traceurs des traceurs publicitaires, vos historiques de recherche. Donc, deux personnes qui font la même recherche sur un moteur de recherche comme DuckDuckGo devraient toujours avoir les mêmes résultats, comparativement à un Google où plusieurs variables vont influencer vos résultats. Donc, parfois, il peut être intéressant d'aller comparer les résultats, même pour montrer aux élèves comment les recherches sont influencées sur les moteurs de recherche. Donc, une fois qu'on a bien utilisé nos outils de recherche, on va avoir des résultats qui vont nous amener à différentes sources. Sources d'information, ici, on a on pourrait dire les principales grandes catégories, des articles de journaux, de périodiques, atlas, blogs, dictionnaires, films, données statistiques, encyclopédies, tout ce qui est images photographiques, tout ce qui est les manuels, les monographies. Les personnes peuvent être des sources d'information quand on fait une entrevue, par exemple, les publications gouvernementales. Souvent, c'est plus facile de se rendre directement dans une source que de passer par un outil de recherche si on connaît vraiment notre besoin d'information. Par exemple, si j'ai besoin d'une carte, je vais tout de suite cibler soit un atlas en ligne ou un papier, au lieu de rentrer pays, carte, juste écrire atlas va des fois nous aider beaucoup. Et aussi, surtout pour les élèves les plus jeunes, de déjà cibler des sources pour eux à l'intérieur desquelles ils peuvent aller chercher. Par exemple, là, je vais juste encore une fois partager rapidement mon écran. Ici, donc, vous pourrez avoir accès au document, le lien est dans la présentation, où on vous présente tous les types de sources avec à quoi elles servent, à quoi répond le besoin d'un article de journal. Donc, par exemple, qu'on a besoin d'informations factuelles, un atlas, une carte statistique. Donc, quand on connaît bien notre besoin, on peut aller chercher rapidement une source qui va vraiment répondre à notre besoin. Aussi, comme on disait avec les plus jeunes, cibler parfois des sources peut nous aider. Par exemple, sur le site des bibliothécaires scolaires de la CSDM, on a fait une page de recensement de certaines sources. Donc, pour chaque type de source, on vous renvoie vers des sources que nous, on considère donc fiables, auxquelles vous pouvez donner à vos élèves pour faire des recherches. Donc, tout à l'heure, je parlais d'Atlas. Il y a quand même quelques atlas en ligne intéressants. Par exemple, l'Atlas canadien en ligne, l'Atlas du Canada, l'Atlas historique, un Atlas ici des sciences. Donc, il y a plusieurs choses que vous pourriez aller voir pour aider vos élèves. Au lieu de les lancer parfois directement, leur proposer quelques sources qu'eux-mêmes peuvent explorer et comparer. Alors, à toi, Audrey.
On t'entend pas, Audrey. Merci, pardon. La présentation est en train de charger. Est-ce que tu la vois, toi? Oui. Donc, est-ce que, est-ce que tu peux changer la diapo pour moi parce que je vois pas, ça réinitialise. Je- Est-ce qu'on la voit, la diapo? Oui. OK. Donc, tu es démarche. Est-ce que tu es dans Kushima? Tu vois pas? Non, c'est ça, je vois pas, mais c'est pas grave. Je peux commencer, poursuivre quand même, là. En fait, c'est je crois que la présentation est en train de s'initialiser, mais c'est pas plus grave, là. L'important, c'est que les gens voient. Euh, En fait, on est maintenant rendu à la troisième partie de ce webinaire qui est liée à l'évaluation des sources d'information. En fait, c'est l'évaluation de l'information. Et puis, aujourd'hui, on a envie de vous faire vivre quelque chose. En fait, c'est une activité qu'on veut vous faire vivre, mais c'est une situation problématique que nos élèves vivent possiblement tous les jours. Donc, les élèves qui vont sur les médias sociaux ou qui lisent l'information sur Internet. Donc, en fait, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est qu'on veut vous présenter une démarche euh, une démarche, une démarche d'évaluation de l'information. Donc, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur le Padlet, en fait, qui est ici. Là, je vais vous donner le lien et je vais l'insérer tout de suite dans le clavardage. Et puis, si vous vous dirigez si vous cliquez sur ce lien-là, vous allez arriver sur un Padlet. Donc, un Padlet, c'est un mur collaboratif. Donc, c'est une plateforme où on peut écrire des informations tous ensemble. Et puis, quand on est en ligne, c'est bien parce que c'est une forme d'écriture collaborative, c'est une forme de partage et on peut, euh, on peut travailler en ligne à distance, mais en synchrone en même temps. Donc, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'observer la photo qui est là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous cliquez sur le Padlet, j'ai mis le lien menant vers cette source d'information-là. Donc, cliquez sur le lien dans le Padlet. C'est HTTP français. Soit vous cliquez sur le lien ou vous pouvez tout simplement le copier-coller là. Dans votre navigateur, dans une nouvelle fenêtre. Tiens, je vais la mettre aussi ici, cette source-là. OK? Donc, vous avez le Padlet et vous avez la source d'information qu'on veut, en fait, c'est l'activité, on veut vous faire évaluer cette source d'information-là. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est euh, c'est de lire en fait ce qu'on dit dans cette photo. On a publié une photo sur un site et on dit à Fukushima, des fleurs mutantes apparaissent alors que les habitants reviennent. Alors, un usager de Twitter a posté sur le réseau social des images de marguerites mutantes qui poussent actuellement à proximité de Fukushima. Le tout alors que le gouvernement envisage de laisser les habitants revenir sur la zone. Hein? Alors, c'est un endroit qui a été zoné. En fait, c'est où on avait eu un déversement nucléaire, là, où il y a eu un accident en mars 2011, là, au Japon, un accident nucléaire. Et là, ce qu'on vous demande, est-ce que c'est vrai ou c'est faux, cette information-là qui est parue sur ce site? Et on ne veut pas juste savoir si c'est vrai ou si c'est faux, hein, Élise, on veut savoir comment vous avez
en fait, pourquoi c'est vrai, pourquoi c'est faux. Alors, comment vous devez prouver, en fait, qui a publié, en vous servant là, sur le Padlet, euh, des mots, en répondant aux questions suivantes. Excusez-moi. Qui a publié cette information-là? C'est quoi l'information qui est publiée? Quand elle a été publiée? Pourquoi? Comment et où? Donc, on vous pose ces 7 questions, 2, 4, 6 questions, et puis vous devez y répondre en allant observer un peu, en allant observer le site. Là. Donc, et puis pour ajouter un commentaire sur le mur collaboratif, le Padlet, vous avez juste à cliquer sur le petit plus. Et puis là, vous rajoutez une information. Je voudrais savoir si est-ce que c'est clair la consigne? Euh, En fait, est-ce qu'il y a des questions? Je vais plus le poser comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on vous attend. Alors, vous avez 2 liens sur lesquels cliquer. Le Padlet, où vous allez écrire vos réponses, qui a publié cette information sur le site et tout ça. Et le deuxième lien, c'est l'endroit qu'on vous demande d'évaluer. Là. C'est la source d'information. Est-ce que cette information-là, elle est vraie ou elle est fausse? Donc, on va aller dans le Padlet voir ce que les gens ont trouvé. Alors, qui? C'est ART France. Donc, il y a des gens déjà qui ont trouvé. Donc, on vous laisse un bon 5 à 6 minutes pour travailler sur le Padlet. Il y en a qui ont trouvé que c'était une info fiable, pourquoi on a trouvé une autre source. Alors, ce qu'on cherche à savoir, est-ce que c'est un canular ou non? Et comment on démystifie si c'est un canular? Donc, une activité qu'on pourrait reprendre avec nos élèves, autant chez les petits que chez les grands.
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rajouter dans quoi? Alors, c'est quoi cette information-là? C'est quoi ce site? C'est quoi l'information? De quoi il est question? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est exact? L'information, peut-être, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent ajouter dans le Padlet sous la question quoi? Pourquoi aussi? Pourquoi a été publiée cette information-là? Comment est présentée aussi l'information? Alors, il y a quelqu'un qui a rajouté une information. On dit que l'énergie nucléaire a modifié les fleurs, les plantes. Donc, sous la colonne quoi? C'est intéressant de voir ce que les gens écrivent. Ah, la radioactivité a modifié les plantes. Et ce site-là, comment est présentée l'information? Est-ce elle est claire? Est-ce qu'il y a de la rigueur dans la manière de présenter l'information? Est-ce que c'est structuré, un français de qualité? J'essaie de vous pister là sur des. Alors aujourd'hui, on a une enseignante et en fait une conseillère pédagogique en sciences. Donc j'imagine, Geneviève, que c'est une activité qui t'interpelle. Alors, Audrey, c'est vrai ou non cette information? Bien, en fait, ce qui est intéressant, on dit que l'information n'est pas confirmée ici dans le quoi. OK. On parle de rumeurs. Hein, c'est pas simple, hein? Imaginez les enfants qui arrivent, l'information leur arrive, ils sont sont dans un, sont surinformés, hein? Ils ont énormément d'informations là, qui leur parviennent et là, ils doivent évaluer cette source-là. C'est pas simple, hein? Alors, ce qu'on dit en fait, on vous propose une démarche. Je m'excuse, Élise, j'ai pas encore accès j'ai pas accès sur la plateforme. Ah, ça y est, c'est revenu. Bon, alors on vous propose une démarche qui s'appelle le 3QPOC pour évaluer des sources. Donc, on vous a un peu guidé sur le mur collaboratif en vous posant des questions. Parce que pour évaluer une source, c'est ces questions-là qu'il faut se poser. Donc, le 3QPOC ou le 3QPOC, c'est une démarche qui existe Audrey, es-tu là?
À moi de te geler sur mon ordinateur. Alors, pendant qu'Audrey a quitté et va revenir, alors les 3 QPOC, les 3 QPOC, justement, ça existe, ces questions-là. Les 3 Q, c'est les qui, quoi, quand. Ah, rebonjour Audrey. M'ex- M'excuse, ça a coupé. Alors, Vas-y, j'avais poursuis ta continué. phrase. Le P, le pourquoi, le O, le où et le C, le comment. Je sais que ces questions-là sont aussi beaucoup utilisées en univers social quand on veut avec les élèves bien cerner une période historique. Donc, c'est la même. On peut les utiliser aussi pour bien définir un sujet. Et ici, on les utilise pour évaluer la source. Donc, le premier, le qui, toujours se poser la question qui est l'auteur, que ce soit une personne physique ou une institution. Est-ce qu'il y a la formation, Donc, l'expérience sur le sujet? Est-ce qu'il a écrit autre chose? Le quoi? donc ici, dans ce contexte-ci, pour faire du pouce sur ce que tu dis, la source, c'est RT France. On l'avait trouvé. C'est anciennement Russia Today. C'est un média qui est fondé par le gouvernement russe. OK? Il présente des informations factuellement correctes, mais a tendance à présenter une interprétation de ces faits saillants, en plus salients avec les intérêts russes dans la politique internationale. Ça peut être une source utile pour mettre en vedette les critiques de la politique internationale américaine, mais il faut faire attention aux biais opposés. OK? Le quoi? Donc, ici, c'est l'article mentionne spécifiquement, il y a quelqu'un qui l'a trouvé. Hein. Si l'information n'a pas été confirmée, cette apparition de plantes mutantes ne serait pas une surprise. Bon, donc dans le quoi, qu'est-ce que ça nous dit le quoi? En fait, quand on cherche le quoi, il faut en fait, excusez, là, de quoi il est question? Est-ce que l'information, elle est pertinente, elle est exacte? Hein? Est-ce que c'est en lien aussi? Est-ce que c'est confirmé? Est-ce qu'on a des Est-ce que c'est sources? sérieux? Est-ce qu'on a des sources sérieuses? Est-ce que en fait, est-ce que des sources sont incluses dans le site? Et là, ce qu'on nous dit visiblement ici, c'est que l'article couvre en fait le partage d'une photo sur un blog d'un Japonais. Mais on profite de cette image-là pour parler de la relocalisation des habitants de Fukushima, qui a notamment été critiquée par Greenpeace. Puis après vérification de l'inspecteur viral, Jeff Yates, on va vous en parler plus tard sur le journal Métro, ben en fait, les marguerites là, de l'image présentent une mutation très commune. Donc, Geneviève Morin, toi qui es scientifique en sciences, c'est normal hein, de cette famille de fleurs-là et rien ne permet d'affirmer que le niveau de radiation autour de Fukushima est toujours dangereux puis en lien avec cette mutation-là de plantes. Le quand, Élise, c'est quoi? Ah, ben le quand, c'est l'actualité, c'est la date pour un site, par exemple, une date de mise à jour. Selon le besoin d'information, si on a besoin d'informations récentes, on va aller chercher une actualité qui est plus récente. Mais pour d'autres sujets, on n'est pas obligé que la date de mise à jour du site ou que l'article soit hyper récent, tout dépendant, encore une fois, de notre besoin d'information. Et puis, en fait, on l'a trouvé hein, dans notre. Il y a un participant qui a trouvé, là, c'est le 23 juillet 2015. C'est où? Donc, les photos viennent. Ça, est-ce qu'on a trouvé? Attendez, je vais aller. Non, on n'a rien. Donc, les photos viennent de 2 utilisateurs de Twitter japonais qui ont autour de 1500 abonnés. Imaginez, hein? Alors, c'est un peu, il faut se questionner à l'effet que ces gens-là ont quand même 1500 abonnés, là. L'article cite une émission de radio-télévision de la communauté belge dont l'auteur est Régie de... et puis, tu sais, c'est un journaliste très actif sur Twitter, mais il a créé peu d'informations sur lui. Tu sais, il y a très peu d'informations sur lui, pardon. Et puis, si on regarde la prochaine question, le comment, donc il y a quelqu'un qui avait trouvé une des réponses, là. C'est effectivement cela. C'est relativement facile de se repérer dans le site. Donc, ici, le comment, c'est comment l'information a été, Élise,
a été présenté? Est-ce qu'il y a une rigueur? Est-ce que la clarté de l'information, est-ce que l'information, elle est présentée clairement? Et aussi pour un élève, Donc, excuse-moi, non, vas-y, vas-y. aussi pour un élève dans le comment, ce qui est important, c'est est-ce que je comprends le contenu, est-ce que je comprends ce que je dis? Souvent, les élèves, pour impressionner, vont vouloir des sources qui pensent qu'ils sont bonnes, qui vont impressionner leur enseignant, mais si on leur demandait de résumer, ils n'ont même pas eux compris. Donc, il ne faut pas avoir peur de leur dire va chercher quelque chose de plus facile où toi-même tu peux te retrouver. Puis rapidement, on a passé sur le pourquoi. Le pourquoi aussi est important. Le pourquoi, c'est l'objectivité de la source. Puis ça, parfois, les élèves ont de la difficulté avec ça aussi. Puis il y a des sites de vente qui sont tellement bien faits qu'on dirait vraiment qu'ils vont qui nous présente un article fiable sur une information, mais quand on s'y arrête à la fin, ben, c'est le livre en magasin, c'est la publicité un peu enrobée. Donc, il faut faire attention beaucoup avec le pourquoi. C'est quoi le but de l'article? Est-ce qu'il veut nous convaincre, nous informer, nous vendre quelque chose? Et puis, ce qui est ici, bien, on n'a aucune source hein, d'exactitude, là. Il y a pas de données scientifiques qui appuient l'article. Donc, vous pourriez reprendre un type d'activité comme ça pour enseigner l'évaluation de l'information avec vos élèves, donc le 3 QPOC, le 3 QPOC. Donc, voilà, on voulait vous le faire vivre. Puis aussi, important de faire comprendre qu'on parle souvent de la triangulation des sources. Quand on a une source Mhm. qui nous affirme quelque chose, on va aller essayer d'en trouver d'autres pour nous donner, dire que s'il y en a trois sources qui disent la même chose, il y a plus de chances que l'information soit fiable. Donc, rapidement aussi, une autre façon, surtout quand on fait de la recherche et qu'on a beaucoup de résultats, d'évaluer rapidement si une source, on va la garder pour la lire plus attentivement par après, c'est de faire rapidement un survoler un texte, comme on peut faire avec un texte écrit, ce que les élèves ont déjà appris en général. Donc, survoler un texte qui soit imprimé ou en ligne, ça reste un peu les mêmes techniques. Ça va nous aider à nous faire une idée générale du contenu, identifier la structure, puis évaluer rapidement la pertinence. Par exemple, si on a comparé, si dans une source imprimée, on va regarder le titre et le résumé, ben, on va faire la même chose dans la source en ligne, mais on va essayer de regarder le URL qui peut parfois nous donner des détails. En source imprimée, on va regarder la table des matières qui est souvent les titres, sous-titres, chapitres. Ben, dans les sources en ligne, on va regarder les menus. Est-ce que le titre, les sous-titres, les sections des pages semblent répondre à notre besoin d'information? On va utiliser l'index dans la source imprimée. Ben, dans la source en ligne, où il n'y en a pas vraiment, un petit truc, la CTRL F nous permet de faire des recherches par mot dans un texte, surtout si la page est très longue. Donc, on peut rentrer nos mots-clés puis voir s'ils sont présents dans le texte. Dans la source imprimée, mais si on lit le résumé, l'introduction, la conclusion, on fait la même chose sur les sources en ligne. Puis la même chose pour tout ce qui est graphique, tableau, image. Donc, faire un survol pour déjà avoir une meilleure idée si on veut garder ce texte-là, cette source-là, et passer plus de temps à l'autre. Il existe aussi. Oups, Oh, on a excuse-moi. changé la page. Il existe aussi plusieurs autres outils d'évaluation des sources. Par exemple, ici, on a information ou fausses nouvelles de la BANQ, de Bibliothèque Archives Canada. Ici, comment repérer des fausses news de l'IFLA, qui est l'International Federation of Library Association. Un outil comme Diapason qui est surtout utilisé dans, je dirais, fin de secondaire au collégial. Et 30 secondes avant d'y croire, qui est la Fédération des journalistes professionnels du Québec, sont tous des outils qui nous donnent différents critères, d'autres critères pour évaluer les sources qui reviennent souvent aux mêmes questions qu'on se pose comme les trois QPOC, mais sous différentes appellations. Donc, vous pourrez aller regarder ça. C'est pour mieux reconnaître les sources. Là, on est beaucoup dans l'idée des fausses nouvelles parce que on en parle beaucoup dans l'actualité, mais c'est un peu les mêmes critères qui s'appliquent pour les fausses nouvelles ou pour les sources en général. Et on a aussi des outils comme, on va en voir quelques-uns, le détecteur de rumeurs de l'agence Science Presse Québec, qui est aussi les Hoaxbusters, les décodeurs qui est par le journal français Le Monde ou Jeff Yates sur Radio-Canada. Donc, c'est eux prennent une nouvelle et nous montrent vraiment comment l'analyser, la décortiquer pour vérifier si oui ou non c'est une fausse nouvelle. Et Yeti9, qui est un outil pour les images, on va s'y attarder quelques secondes, quelques minutes plutôt, pour voir comment une image peut nous en apprendre beaucoup sur l'évaluation d'une source aussi.
On est beaucoup dans le cadre de référence de la compétence numérique nous parle beaucoup de la littératie multimodale. Donc, oui, chercher de l'information écrite qu'on lit à l'écran, mais chercher une vidéo, aller valider une vidéo, une source d'information, il y a une image, donc ça aussi, c'est important. Est-ce que donc c'est pour ça, hein, tout à l'heure, c'était un peu ça, hein, on cherchait si la photo, elle était vraie et si l'information associée à la photo, elle était vraie. Donc, on va vous présenter une activité, des sites, en fait, des sources là, qui nous indiquent, qui sont des outils de vérification de l'information, autant de photos, d'images ou de textes. Alors, rapidement, je vais reprendre le contrôle. Donc, quand on parlait, par exemple, d'outils d'évaluation des sources, où c'est plus montrer comment décortiquer une fausse nouvelle, Jeff Yates en fait beaucoup. Donc, ça peut être intéressant d'en lire aussi avec les élèves. Comme par exemple, non, cette photo ne montre pas la pollution causée par un navire de croisière, qui était associé à un article qui disait justement le contraire. Donc, voir comment il est en arrivé à prouver que c'était faux. Aussi, le détecteur de rumeurs de l'agence Science Presse qui est très intéressant parce qu'en science, dans le monde de la science, il y a beaucoup de fausses nouvelles ou de nouvelles détournées. Donc, eux aussi prennent des sujets d'actualité en science et vont nous montrer comment ils ont fait quels sont les indices utilisés dans les textes, dans les photos, qui nous montrent que ce n'est pas tout à fait vrai de ce dont on parle. Et là, on va s'arrêter justement à l'outil TINES, qui est un outil de recherche d'images. Parce que c'est très facile, aujourd'hui on le fait souvent et on l'a vu tout à l'heure, de prendre une image, un texte et la coller, mais que si on vérifie, l'image, théoriquement, elle a été prise dans un autre contexte et elle ne va vraiment pas, par exemple, avec le texte qui est donné. Donc une image peut nous apprendre quand même beaucoup de choses quand on évalue une source. Si on revient rapidement ici, ça fait beaucoup de partage. On va partir d'une nouvelle qui est ici. Est-ce que tu veux la présenter, Audrey, puisque c'est toi qui la connais? Oui, en fait, c'est une photo, c'est une publication hein, sur Twitter où on disait, en fait, c'est un type, un internaute qui mentionnait que cette photo-là était le siège de toilette d'un président roumain, je pense. On va aller. Est-ce que tu es. Est-ce que. Je vais vous copier-coller le lien vers l'information, là. Ce sera pas très long. C'est très drôle. Donc, je l'ai ici et je vais la mettre dans le clavardage. Voilà. Je copie-colle. Ici. Mais j'ai quand même Donc, si vous cliquez sur le lien, est-ce que tu veux cliquer sur le lien, ouais, Élise, moi je vais le pour faire. partager l'écran? Oui, je vais prendre le contrôle pour vous montrer comment faire. C'est bien, je te laisse aller. Alors, quand on a une image comme ça J'utilise Geneviève. alors qui nous dit T'es-tu appelée Geneviève? Pardon? Est-ce que je t'ai appelée Geneviève? Oui. Parce que Geneviève a répondu en même temps et je voulais lui écrire, excuse-moi. Donc, Alors, on a Élise, ici pardon. une photo avec, sur un compte Twitter, avec le titre, là, est-ce que c'est vraiment la toilette d'un président? Alors, pour vérifier d'où provient une photo ou combien de fois elle a déjà été utilisée, on va cliquer droit sur notre souris et on va aller rapidement dans copier l'adresse de l'image. Ça va nous donner une URL pour l'image. Et on va aller dans un outil comme TNAS et on va copier l'URL. Alors, c'est peut-être intéressant de faire ça avec des fois des élèves pour montrer que les images sont souvent réutilisées et qui ne sont pas uniques peut-être à un article. Donc, on voit rapidement que l'image a été utilisée au moins 573 fois dans différentes publications Internet. Et on peut classer l'utilisation de l'image. Moi, ce que j'aime bien, c'est aller vers du plus vieux au plus récent. Donc, on voit que la première
fois que l'image a été utilisée, c'est en 2013. Et on pourrait même cliquer sur les liens pour voir sur quel genre de site l'image a été utilisée. Par exemple, ici, c'est un site allemand, mais on voit que c'est un site qui se spécialise justement dans toutes sortes de photos qui demanderaient beaucoup de vérification. Donc, ça nous donne une idée déjà que c'est peut-être moins sérieux comme utilisation. Et puis si on regarde les commentaires aussi des internautes sur le fil, là, Oui, en regardant le même sur le commentaire, fil Twitter ici. oui, il y a des gens qui avaient déjà repéré la fausse information, là. Mais ça a été quand même retweeté, c'est repartagé 474 fois. Il y a quelque chose là Puis, il y ce a qui est 110 intéressant, commentaires. oui, avec un outil comme ça aussi, c'est qu'on peut voir justement combien de fois la photo a été utilisée, sur quel genre de site. Donc, et si on regardait tout ça, on ne trouve jamais un auteur pour cette photo. Donc, ça nous donne déjà une bonne idée que si on n'est pas capable de nommer un auteur, c'est que c'est une photo qui provient d'onde citrouille et qui peut avoir servi à plusieurs autres types d'usages. Comme 7h20, on va continuer. Avec une fois maintenant qu'on a trouvé de l'information, qu'on a évalué, qu'est-ce qu'on va faire de cette information? Audrey? Alors, savoir utiliser l'information pour ne pas plagier. Donc, on a dit au départ que nos élèves ont du mal à repérer, hein, en fait, copie-colle parce que les élèves manquent de connaissances éthiques liées au partage d'informations et à l'utilisation de l'information. Donc, ce qui est intéressant de remarquer ici dans la bande dessinée, non, je vous jure que c'est moi. C'est moi qui ai allumé l'ordi, c'est moi qui ai tapé l'adresse, c'est moi qui ai appuyé sur CTRL-A, ensuite CTRL-C, ensuite CTRL-V, et c'est moi qui ai tout imprimé. Tu sais. Donc, ça prouve un peu le fait que nos élèves peuvent, ben, c'est dit un peu de façon humoristique, c'est pour nous faire rigoler, mais en fait, c'est un peu le lien que je voulais faire avec le fait que nos élèves manquent de connaissances. Donc, ça s'apprend à utiliser l'information. Et puis, ce qu'on vous montre aujourd'hui, ce qu'on veut, le message qu'on veut passer aujourd'hui, c'est que enseigner la recherche d'information, ça ne s'adresse pas juste aux bibliothécaires, hein, surtout pas juste aux bibliothécaires. Ça nous concerne tous en tant qu'enseignants ou éducateurs. Donc, c'est interdisciplinaire, interprofessionnel aussi. Donc, il faut travailler en équipe hein, pour développer puis enseigner les compétences informationnelles. Donc, on ne l'avait pas mentionné, mais j'en profite là, rendu quasiment à la fin pour le souligner. Donc, vas-y, Élise. Ben, une des façons qui est toujours la plus fiable pour éviter le copier-coller, c'est de prendre des notes. Mais de prendre des notes dans nos mots et en plus, ça permet aux élèves de bien vérifier s'ils ont compris l'information qu'ils ont eue. Bon, pour ça, il y a plusieurs façons. Justement par des fiches de lecture classiques pour un site, pour livres, peu importe, l'utilisation de code lors de la lecture. Il y en a des élèves que ça, surtout j'en ai déjà vu en adaptation scolaire, une image un peu de genre de code qu'on peut utiliser dans notre lecture pour s'arrêter et prendre le temps de réfléchir, de toujours réécrire, comme on disait, en ces mots, d'annoter, de se coller peut-être des petits post-it, on devrait dire papillon adhésif en français, dans son texte. C'est sûr qu'en ligne, c'est plus difficile, mais je vais vous montrer une façon qu'on peut prendre des notes aussi en ligne rapidement. Prendre des prises de notes justement collaboratives entre différents élèves en groupe dans un document OneNote, se faire des organisateurs graphiques, mais toujours, ou même un sketch note pour ceux qui sont très bons en dessin, ça peut être une bonne façon pour eux de vérifier leur compréhension d'un texte. Et de toujours, bien sûr, réécrire en ces mots pour éviter justement le copier-coller en gardant la trace, bien sûr, de d'où on a tiré cette information-là.
Et une des façons en ligne de garder trace de ces notes, des sites et des lieux qu'on trouve intéressants, ça peut être d'utiliser des outils de ce qu'on appelle de signet ou de citation. Par exemple, j'en nomme trois ici comme Digo, qui est en anglais, mais quand même très facile d'utilisation et on peut faire des groupes de classe, ce qui est intéressant. Pearltree, Et on l'a qui déjà expérimenté. On l'a déjà expérimenté dans une classe. Et puis, on avait donné comme consigne, hein, Élise, que les élèves, on était au secondaire, qui n'avaient pas inclus leurs sources dans Digo ne pouvaient pas les utiliser dans leur projet. Donc, l'objectif, c'était de partager aux autres équipes leurs sources et puis d'aller annoter directement dans ces sources-là. Digo permet d'inclure des commentaires et d'annoter les textes. Donc, tu peux voir les commentaires de toute la classe, en fait. Donc, c'est une façon collaborative d'utiliser l'information. aussi, Pearltree, qui est un peu le même style. Donc, excuse-moi, il y a quelqu'un qui écrit que quand je parle, on entend mal parce qu'il y aurait un micro d'ouvert. Ça fait du... peut-être aller mieux. Ah, merci. Donc, Pearltree, contrairement à ce que le nom dit, c'est un outil en français, c'est français. Donc, lui aussi, c'est plus pour consigner les recherches qu'on fait selon des catégories, des thématiques. Et Evernote est quand même beaucoup utilisé, lui, au collégial et universitaire. C'est aussi pour consigner et aider à faire notre médiographie à la fin. Mais je vais rapidement m'arrêter sur OneNote. Puisque OneNote est accessible habituellement avec Office 365 dans les commissions scolaires et que plusieurs élèves aussi ont accès et savent l'utiliser, ça peut être intéressant de l'utiliser pour consigner ses sources. Parce qu'on peut utiliser un petit outil que je vais vous montrer rapidement, parce qu'on n'aura pas le temps d'en faire tout le tour, mais vous pourrez l'explorer, ça peut être intéressant. Quand vous êtes sur un site Internet, par exemple, vous pouvez installer ce qu'on appelle ici le OneNote Clipper. Et je vous ai mis dans la médiographie un lien pour aller l'installer tout à fait facilement. Vous n'avez pas besoin d'avoir les accès administrateurs de votre ordinateur pour l'installer. Ce qui fait que, supposons qu'il y a un site que vous aimez beaucoup, que vous voulez garder dans référence pour vous y référer plus tard ou l'annoter, vous cliquez sur OneNote. Et comme quand vous allez l'installer, elle va vous demander de faire un lien avec un compte. Donc, moi, il est avec mon compte CSDM. Et vous pouvez enregistrer la page entière, donc tout ce qui serait à l'écran si vous la faisiez défiler. Vous pouvez sélectionner une zone, dire c'est elle que je vais garder en mémoire, un article spécifique ou tout simplement un signet, juste l'adresse avec un mini résumé pour vous y référer plus tard. Et à chaque fois, peu importe la façon d'enregistrer que vous voudriez, donc ici, supposons que je vais enregistrer le signet, je vais laisser le signet, je vais choisir où je veux l'enregistrer. Donc, moi, je veux l'enregistrer dans ma page source, dans mon document ici. Donc, vous auriez créé peut-être un document à l'avance, soit pour plusieurs élèves, pour une personne. Et je vais l'enregistrer ici, sous source, et je vais faire capturer. Maintenant, je vais juste le faire d'une autre façon pour vous montrer comment on peut s'en servir. Donc, ici, je pourrais vouloir une zone. Je vais sélectionner une zone. Et à chaque fois, ici, je peux ajouter une note. Donc, je pourrais me faire une note à relire, peu importe. Donc, ça me laisse déjà des traces de mes lectures, de mes mots. Encore une fois, faire capturer. Ou paraphraser directement Oui. dans ce, Oui. Et quand on cet choisit un endroit, article, on peut même outil. souligner des endroits importants qu'on voudrait justement retravailler. Je vais encore une fois capturer. Maintenant, je vais juste vous montrer le résultat. Donc, après, on peut retourner dans notre OneNote. Et ça, tous les enfants, tous les élèves des commissions scolaires ont accès dans la suite Office 365 là, à ça. Donc, ici, on voit ma référence, Ah ma ouais. note que je m'étais remise, ce que j'avais souligné. Donc, ici, en étant un article, ou la zone que j'avais sélectionnée, ou encore une fois, juste le lien avec un résumé. C'est sûr que c'est quand même de base, mais c'est une première façon de garder ses sources à la même place, de s'y référer, et ça va nous servir justement pour résumer, paraphraser et faire notre médiographie. Donc, petit outil
Très intéressant. C'est quand même très simple. Une fois que les enfants savent l'utiliser, ça va bien. Et souvent, On est maintenant rendu au... Oui, vas-y, Élise. Ben, continuons. On s'en allait vers la même chose. On est maintenant rendu au respect du droit d'auteur. Donc, j'ai entendu des choses dernièrement d'enseignants, une fois, ah, c'est pas grave, on va enlever le nom de cette commission scolaire-là, puis on va mettre notre nom, ça va être comme si nous, on l'avait fait, puis on va rajouter des petites choses, puis il faut faire très attention au respect du droit d'auteur. Donc, même nous, c'est quelque chose euh, qu'il faut développer. Donc, quand on parle de citoyenneté à l'ère du numérique, c'est aussi respecter les droits d'auteur de ce que nos collègues ont fait. Donc, toujours les citer. Si on s'est inspiré d'un document, on le cite. Et on l'enseigne à nos élèves aussi. Donc, voilà. C'est mon, mon, ma phrase d'introduction. Et justement, quand on parle du respect du droit d'auteur, c'est apprendre aux élèves comment citer, paraphraser et justement à nommer leurs sources. Remettre dans leurs mots. Ils ont droit des fois de citer des bonnes idées qui seraient dures à transformer, mais il faut leur montrer aussi comment faire et bien sûr, tout ce qui a servi à leur travail, de le mettre en ordre dans une bibliographie. On n'entrera pas dans les autres détails du droit d'auteur parce que ça peut être très long. Je fais des formations juste sur le droit d'auteur si ça vous intéresse. C'est palpitant. Et entre autres, justement, faire une petite médiographie. Peu importe l'âge de l'élève, on ne demande pas que ça soit très compliqué, mais qu'ils disent au moins qui est l'auteur de l'information qui a utilisée, où il a été la chercher, pour pouvoir créer une habitude de travail, de vérifier les recherches, créer une petite rigueur intellectuelle, puis de faire ça pour tous les types de documents, que ce soit un livre, un site web, une image. Et là, les images aussi, les élèves, c'est très facile d'aller chercher des images partout, mais peut-être leur demander d'utiliser des sites dont les images sont libres de droit. Il y en a tellement maintenant que c'est très facile pour leur apprendre aussi une bonne habitude de travail et vérifier les sources. Puis un élève, justement, la semaine dernière, d'une formation secondaire, me disait bon, Madame, personne ne va aller vérifier vraiment les sources. Ben oui, ça se peut qu'on aille vérifier où tu as pris l'information et plus tu vas continuer en ta scolarité, plus ça va être extrêmement important. Et je vous dire aussi tout. Et Élise a joint deux sources intéressantes, là. En fait, c'est toi qui les as créées. C'est infographies, donc citer, paraphraser et médiagraphie, comment on fait une médiagraphie. Donc, c'est sur le site des bibliothécaires de la Oui, puis CSDM. aussi d'autres Donc, affiches que vous avez vues plus tôt sur des outils prendre des notes, comment prendre des notes qui sont aussi disponibles sur notre site web. on serait rendu à la fin. Alors, ça Est-ce fait, qu'il y a des oui, questions? c'est sûr que ça fait un survol rapide. Il y a plein de choses qu'on peut détailler après en d'autres formations, mais gênez-vous pas. Puis, tout ce que les principales sources qu'on vous a présentées ici sont disponibles dans notre médiographie aussi. Et puis, on va publier, en fait, on va extraire ce webinaire-là en sous forme vidéo et ce sera disponible sur le site des bibliothécaires et sur le site des TIC à la CSDM aussi dans la section webinaire. Donc, on a aussi fait un webinaire la semaine dernière, Jean Chouinard et moi, sur les aides technologiques et les pratiques collaboratives là, pour le plan d'intervention. Ça aussi, c'est les webinaires qui vont être publiés sur le site d'éthique à la CSDM. Donc, celui-ci va être à deux endroits, sur le site des bibliothécaires et l'éthique à la CSDM pour le moment. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Prendre la parole? Que vous voulez prendre la Il y a parole? des points qui demanderaient un peu d'éclaircissement. Ça va être super utile. Merci Geneviève. Moi, je voudrais juste revenir aux trois QPOC, juste ici. Quand on parlait tout à l'heure, est-ce que vous voyez la présentation? Non, on ne la voit pas. Il faudrait la remettre. Attendez. Alors, Geneviève nous OK. demande si on peut télécharger le diaporama.
Oui. Est-ce qu'on peut faire ça à partir du site? Est-ce que vous le voyez vous le voyez pas sur le côté? Alors, on va le partager aussi sur le site d'éthique à la CSDM et sur le site des bibliothécaires. OK, Geneviève? Sinon, oui, si tu peux. Oui, je voulais revenir sur l'affiche du 3QPOC, du 3QPOC, là. Cette affiche-là a été créée par Martine Mottet, son site Faire une sur recherche, ça évaluation. s'apprend. Merci, faire une recherche, ça s'apprend. Pardon, Martine Mottet, j'ai eu un blanc. La fatigue commence à m'emparer un peu. Donc, et puis elle est ce site-là aussi est très mobilisateur. En fait, il a mobilisé beaucoup d'enseignants euh, pour enseigner les compétences informationnelles dans le cadre de grands projets. Donc, c'est une belle source aussi. Super, nous ne voyons pas le côté. Nous ne voyons pas. Ah, OK, ouais. Mais c'est ça, on ne voit pas sur le côté. C'est pas grave, Geneviève, on va vous le rendre disponible sur le site d'éthique à la 16e. Alors voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? 5h30. On a fait une belle heure 15, 1h10 quasiment, 1h15. Élise, tu veux rajouter quelque chose? Ben, moi, ça va. Si jamais il y a ou si jamais ou pas, s'il y a des sous-points que vous voudriez explorer, que vous avez besoin de conseils ou de guides, allez sur le site des bibliothèques, il y a déjà beaucoup d'informations. Sinon, vous avez des personnes ressources que vous pourriez contacter pour vous aider dans vos projets de recherche, qu'ils soient petits ou gros. Donc, ça se veut vraiment une introduction hein, à l'enseignement des compétences informationnelles à l'ère du numérique. Donc, on voulait faire une petite intro pour amorcer quelque chose en vous. Donc, souvent, c'est quelque chose qui est amorcé dans nos classes. On manque d'outils ou d'idées comment les enseigner. J'espère que ça a éclairé. C'est souvent l'évaluation d'informations, les mots-clés dans la recherche, dans la première étape, et puis dans l'utilisation de l'information, si des fois on a besoin d'outils. Donc, Élise vous a présenté le Clipper de OneNote. C'est un outil qui peut s'avérer intéressant. Il y a Google Keep aussi chez Google. Il y a autre chose dans la G Suite Éducation, là, ceux qui ont la G Suite. Donc, Ben, merci on d'être pourrait venu. conclure. Ben, Oui. conclure, merci à vous d'avoir participé, puis en espérant que ça va vous être utile. Alors, on se quitte. Merci à tous, à toutes. Tout à l'heure, il y avait un homme, mais Il n'est pas resté. merci. Au revoir. Oui, mais il reste un bout de temps.